la question des tarifs douaniers a été réglée à partir de 1947 par le GATT, le GATT. Mais quand il y a une exportation, il y a plein d'autres questions qui se posent. La question des contrôles sanitaires, la question des correspondants locaux. Est-ce que moi qui suis exportateur de je ne sais pas quoi, je vais pouvoir exporter sur place, vendre sur place, sans correspondant, avec un correspondant? Qu'est-ce que je fais des bénéfices? Comment ils sont taxés? Est-ce que je peux les rapatrier? Etc. etc. Toutes ces questions-là sont traitées dans les accords. Mais là où il y a, d'une certaine façon, du nouveau avec les accords dont nous parlons ce soir, c'est-à-dire le TAFTA et le CETA, Union européenne, États-Unis, Union européenne, Canada, c'est qu'il y a désormais la volonté de s'attaquer aux normes, c'est-à-dire aux règles et aux décisions publiques que sont amenées à prendre les autorités publiques, les États ou l'Union européenne, ou en dessous les départements, les régions, etc., etc. Bref, les autorités publiques, ces normes ne devant plus être distorsives au commerce. Ça, c'est vraiment le fond de ces accords. Ce sont des accords de libéralisation. Un accord de libéralisation, ça veut dire très précisément que les décisions publiques internes ne doivent pas être distorsives au commerce, c'est-à-dire ne doivent pas installer ce qui est considéré comme des discriminations entre les opérateurs, entre les exportateurs et les gens qui sont déjà sur place, les gens, je veux dire les entreprises qui sont déjà sur place. Et il ne doit pas y avoir de décisions publiques qui sont des obstacles au commerce ou des obstacles techniques, c'est-à-dire qui ont un impact qui entraîne la fin de la concurrence libre et non faussée. Donc vous avez, si on prend l'aspect interdiction des mesures distorsives au commerce, eh bien par exemple la subvention est distorsive au commerce. Parce que par définition, lorsque l'autorité publique donne une subvention à une activité, il ne donne pas à une autre. Donc c'est distorsif. Bien. Également, il faut dans ces accords qu'il y ait ce qu'on appelle un accès au marché, c'est-à-dire que les entreprises de l'extérieur puissent s'installer, non pas seulement vendre, mais s'installer sur place et travailler dans les mêmes conditions que les entreprises déjà présentes, quelles que soient les missions de ces entreprises déjà présentes. Ça, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle le traitement national. C'est un truc le traitement national, quand vous regardez dans les traités, ça a l'air banal. C'est l'idée qu'une entreprise toutes les entreprises, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit l'origine de ses capitaux, doit être traitée comme les entreprises présentes, sur place, dans le pays où elles s'installent. Le traitement national. Toutes les entreprises sont traitées pareil. Alors vous allez dire, ouais, bon, et alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que si une entreprise du secteur de l'éducation, par exemple, ouvert à la concurrence, parce que le secteur de l'éducation, comme la santé d'ailleurs, sont ouverts à la concurrence dans ces accords-là, si une entreprise de l'éducation vient s'installer en provenance des États-Unis sur, par exemple, le territoire français, alors il faudra qu'elle soit, traitement national, traitée pareillement que celle des opérateurs, des entreprises qui sont déjà présentes dans le domaine de l'éducation, que ce soit les entreprises privées ou l'éducation nationale. Puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de mesures distorsives, ni d'obstacles au commerce, ni d'obstacles à l'accès au marché. Et donc, il y a un traitement national. Donc, ça veut dire que tant qu'il existe des subventions, et puisqu'il existe encore des subventions, vous savez, les fameuses qui sont dans l'œil du viseur et qu'il va s'agir de dégommer petit à petit, tant qu'il existe des subventions, il faudra que les entreprises qui s'installent en provenance de l'étranger les reçoivent aussi, également. Donc, ça veut dire que si demain vous avez cette entreprise
d'éducation qui s'installe, il faudra qu'elle reçoive le même type de subventions que dans les autres conditions, l'opérateur, y compris l'opérateur historique, on va dire ça comme ça, que serait l'éducation nationale. Mais pas une seule entreprise d'éducation, toutes qui voudront bien s'installer. Donc ça veut dire qu'à terme, ce n'est budgétairement pas tenable pour l'État, et on confirmera ce qu'on a eu l'occasion de vérifier par ailleurs, mais on confirmera que la libéralisation, ça, c'est le prélude à la privatisation. Bien. Donc ça, c'est, on va dire, les principes de base. L'accès au marché, traitement national, obstacles techniques au commerce aussi, toujours dans les principes de base. L'exemple que je prends toujours et que les personnes qui m'ont déjà... je répète toujours le même exemple parce qu'il est très instructif, qui est celui de la vache aux hormones. Il est très instructif, ne serait-ce que parce que déjà vous en avez forcément entendu parler, et parce qu'effectivement, à cette occasion, il y a eu un certain nombre de principes fondamentaux dans lesquels, sous l'empire desquels nous sommes toujours, qui ont été posés. Dans les traités de l'Organisation mondiale du commerce, oui, je vous parle de l'Organisation mondiale du commerce parce que l'Organisation mondiale du commerce, 1995, a posé tout ce que je vous ai dit. Les principes de base, c'est l'OMC qui les a posés. Interdiction des mesures distorsives, interdiction des obstacles techniques, etc. C'est l'OMC qui les pose. Donc, c'est dans les traités depuis 1995. Et on les retrouve dans l'ELENA, oui, bien sûr, mais on les retrouve dans le TAFTA et dans le CETA. Bon, qu'est-ce que je disais, moi, maintenant? Oui, la vache aux hormones, obstacle technique au commerce. Vous le savez, les États-Unis et le Canada produisent du bœuf aux hormones. Ils produisent du bœuf aux hormones et ils veulent bien en exporter, puisqu'ils en produisent. Il se trouve que l'Union européenne, pour des mesures sanitaires, a considéré que les populations n'avaient pas à manger du bœuf aux hormones, pour des motifs sanitaires, parce qu'ils considéraient que l'Union européenne a considéré que c'était peut-être mauvais pour la santé. Là-dessus, eh bien, c'est une mesure distorsive au commerce, puisque c'est un obstacle technique au commerce, c'est-à-dire une décision qui a un impact négatif sur le commerce. Et oui, donc, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, par le biais de l'organe de règlement des différends, l'espèce de tribunal qu'a installé l'OMC, a amené à la condamnation de l'Union européenne tant que le bœuf aux hormones n'est pas accepté. Alors techniquement, cette condamnation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la surtaxation de produits en provenance de l'Union européenne à hauteur de préjudices subis par la filière bœuf aux hormones des États-Unis, 120 millions de dollars par an, et 20 millions pour le Canada, tant que dure l'infraction. Donc, on voit à travers ça que deux choses. Les accords de commerce ne sont pas des choses abstraites, sans conséquence. On le voit là à travers cet exemple, mais de toute façon, effectivement, on l'a vu là à travers le petit film de Marie-Monique Robin, d'une part. Et d'autre part, l'autre chose qu'on voit, c'est que les principes là, qui ont été posés à l'occasion de vaches aux hormones, le principe d'équivalence du produit existe toujours. Ça, c'est très important. Un bœuf, c'est un bœuf, quel que soit son mode de fabrication, qu'il soit fabriqué aux hormones ou pas. Un cochon, c'est un cochon. Il est piqué à la ractopamine ou pas. C'est pareil. Un maïs, mais vous pouvez décliner comme ça. OGM, pas OGM, c'est un maïs. Vous voyez, on ne peut pas mettre une mesure qui restreint le commerce de produits qui sont équivalents. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce qu'on le retrouve très exactement dans l'accord TAFTA et dans l'accord CETA. Bon, ça, c'est la base. Bien.